Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. C'est pas parce que t'es un gestionnaire que t'es un leader. C'est pas parce que t'es un leader que t'es un gestionnaire. Moi, quand les gens venaient me voir en coaching puis ils me disaient « J'aime pas ma job, mais je veux pas la quitter parce que j'ai une hypothèque, parce que j'ai collège privé, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. » Je disais « Ben donc, coût-bénéfice, tu choisis de garder ta job. Premièrement, arrête de dire « J'ai pas le choix. » Avant de tout te mettre ces contraintes-là, va donc le demander. Ose le demander. Ce qu'on minimise souvent, c'est qu'il va falloir se vendre. Et ça prend des clients. Là. C'est pas juste parce que t'es bonne que les gens vont appeler. Là. Donc, Geneviève, merci beaucoup d'être avec moi sur Ambitionnelle aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec toi. Pour lancer la balle de l'entrevue, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné la piqûre entrepreneuriale? En fait, avant d'être entrepreneur, j'ai l'impression que j'étais une intrapreneur. Mais à l'époque où j'ai commencé à être entrepreneur, j'ai pas l'impression que je savais ça voulait dire quoi. Okay. Mais ce que ça voulait dire, c'est que je travaillais dans les organisations, puis j'avais toujours celle qui avait les nouvelles idées, un peu plus de leadership, qui levait la main pour les projets spéciaux, quand il y avait le moyen de faire un projet pilote, essaye, puis de refuser toujours la phrase de « ben oui, mais ça fait 10 ans qu'on le fait de même, on pourrait bien continuer à le faire ». Ça, c'est pas une phrase que j'apprécie particulièrement. Fait que j'étais dans les organisations un peu, des fois, pas la troublemaker au sens mauvais du terme, mais celle que... Oh, Geneviève, tu pourrais pas juste faire comme tout le monde, ça serait le fun. Puis, donc, j'ai fait ça pendant, je te dirais, une bonne dizaine d'années, voire, 10-15 ans. Puis, à un moment donné, ben j'ai proposé un projet dans l'organisation où j'étais, toujours dans le même esprit d'entrepreneurial. Puis, ils m'ont dit non. Ben, il avait bien le droit de me dire non, là. C'est pas parce que tu proposes un projet qu'il faut tout le temps que les gens disent oui. Sauf que là, ce projet-là, il partait pas. Tu sais, quand t'as plein d'idées, ben, une idée qui passe pas, ben, tu l'oublies 24 heures après, puis t'en as 2 autres, c'est pas grave. Mais celui-là, il est comme resté. Il est resté pendant 1 an et demi. Ah, quand même. Ouais. Puis, ben, c'est là que j'ai fait, OK, je pense que je suis mûre pour être une entrepreneur. Puis, ça m'a pris du temps avant de m'assumer dans cette idée d'être entrepreneur. Au tout début, je disais que j'étais travailleur autonome. Okay. Après ça, je suis devenue entrepreneur, puis femme d'affaires, chef d'entreprise. C'est tous des termes qu'on peut accoler. Mais justement, au début, j'avais le syndrome d'imposteur, là, de dire, ben, je suis qui, moi, pour être entrepreneur, là? Ben, quand tu regardes les grands entrepreneurs, et femmes et hommes à succès, j'avais pas l'impression que je faisais partie de la gang. Aujourd'hui, je peux te dire que après avoir fait beaucoup d'entrepreneuriat, puis on pourra y revenir, aujourd'hui, c'est la philosophie entrepreneuriale. J'étais dans une organisation, j'étais pas entrepreneur, puis j'avais cette façon de penser, cette façon d'être. J'étais entrepreneur. C'est sûr que c'était ça à 100%. Puis aujourd'hui, où je suis une dirigeante d'un OBNL, j'ai la même philosophie entrepreneuriale, puis je me le fais dire, « Ah, toi, ça paraît tellement que tu es entrepreneur. » Mais oui, mais c'est ça fait partie de la fille. Ben oui, mais c'est tellement des belles qualités à avoir aussi, la drive, l'envie de changer les choses. Puis on s'entend, dans notre monde, changer les choses, ben c'est comme ça qu'on fait avancer, puis c'est comme ça que les mentalités changent, puis c'est comme ça qu'on améliore aussi notre société en tant que telle. Ben moi, j'y crois. C'est sûr qu'en même temps, il ne faut pas penser que c'est toujours facile de faire ça, parce que l'être humain, à la base, il n'aime pas particulièrement ça changer. Fait que je ne sais pas combien il y en a de pourcents de gens qui aiment ça, faire les choses différemment, mais c'est sûr que ça prend du leadership, ça prend de l'influence, puis des fois, ça prend de la patience. Puis ça, ben c'est pas ma plus grande force, je l'admets. Je comprends tellement ça. Moi aussi, la patience, des fois, il faut que je la travaille parce que j'ai l'impression que ma génération aussi, j'avais déjà dit avant, mais on est tellement habitué à tout avoir en un claquement de doigts. On est né dans une génération où nos téléphones nous donnent accès à l'information en 0,5 secondes. Puis, on a toujours eu cette connectivité. Puis la patience, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris non plus quand on était jeunes. Puis... À l'époque de mes parents me disent tout le temps, vous n'êtes pas capable de vous ennuyer, puis c'est vrai. Parce que eux, à l'époque, nous, on a tout le temps des distractions partout, mais eux, à l'époque, ils n'avaient pas leur téléphone. Ben oui, il y avait la télé, mais quand il n'y avait rien à faire... Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire, là. Oui, parce que je suis probablement de la génération de tes parents. Fait que oui, effectivement. Ouais. Puis t'as aussi
amener un sujet que je trouve super intéressant dans la vie, qui est le syndrome de l'imposteur. Puis, on entend tous et toutes parler, mais en tant que tel, est-ce que tu as des trucs pour passer par-dessus? Puis comment est-ce que tu l'as vécu, ce syndrome de l'imposteur? Bien, il est arrivé à différents moments dans ma vie, puis il arrive encore des fois. Ouais. OK? C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que tu dis, moi, je me suis débarrassée de ça. Alors, il faut être vigilante, puis se dire, bon, ben, qu'est-ce qui m'arrive? D'abord, il faut avoir une conscience de soi, puis une connaissance de soi. Comment ça que je me sens? Comment ça que je me sens de même? Comment ça que je me sens pas à la hauteur? Mais, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je pourrais aller chercher de plus pour me sentir à la hauteur? Puis quand c'est le sentiment d'imposteur, d'après moi, je n'ai pas la définition scientifique, mais c'est quand tu sens que c'est un puits sans fond, que quand même tu irais chercher plus d'études, plus d'expérience, plus de contacts, tu lirais plus de livres, tu vas quand même le sentir. Fait que c'est pas rationnel. C'est là que tu vois que c'est pas rationnel, parce que si c'était juste, ah oui, mais il manque un peu d'expérience, ben va la chercher, puis après ça va se régler. Ouais. Non, c'est plus un état d'être, un état d'esprit. Alors, comment j'arrive à le tasser de temps en temps? C'est d'arriver à se dire, bon, ben regarde, moi, je vais faire de mon mieux. Je peux pas faire plus que mon mieux. Mm-hmm. Essaye de faire plus que ton mieux, là. En ce moment, là, je fais mon mieux. T'as le maximum de ce que je peux te donner aujourd'hui, au moment où on a choisi d'enregistrer. Mm-hmm. Non, mais je voudrais te donner plus. Fait que est-ce que je peux vivre un sentiment d'imposture, de dire, mais là, comment ça se fait qu'elle m'invite à son podcast? Qu'est-ce que je vais avoir à dire? Ouais, ça fait un bout de temps que je suis plus entrepreneur, mais dans le fond, là, je peux me poser un paquet de questions. Ou juste me dire, regarde, moi, je vais faire de mon mieux. Elle veut passer un message à ses auditeurs, à ses auditrices, puis, ben moi, je vais essayer d'être le plus, je vais dire, inspirante ou inspirée à l'action le plus possible. Mm-hmm. Après ça, il faut apprendre aussi à lâcher prise. Ouais. Et ça non plus, ça ne veut pas dire que c'est juste facile. Hein? On tombe raide dans les gros sujets, là. Ouais. La patience, le lâcher prise, l'imposteur. Moi, c'est ça. C'est toujours les questions crunchy dès le début. Là. Excellent. Mais aussi, c'est ça, parce que moi, il y a, dans ma vie, ben, je pense que la majorité des gens vivent un syndrome de l'imposteur quand t'es un high achiever ou que justement, tu veux faire des grandes choses. Mais en tant que tel, des fois, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que ce que je fais en ce moment, c'est vraiment mon mieux? Puis ensuite, j'imaginais qu'est-ce que je voulais faire, mais c'était pas nécessairement dans mes capacités. Mais des fois, ça me faisait sentir encore plus mal parce que j'étais comme, c'est ce que je veux, mais est-ce que je peux l'atteindre? Mais c'est cette dualité-là que je trouve difficile des fois à gérer aussi. Bien, en fait, tu sais, quand on se parlait de patience, c'est que des fois, on peut voir où on veut aller, on peut voir où on doit aller peut-être aussi, parce que tu vois le chemin, tu vois les objectifs, tu vois la route, tu vois la destination, mais d'être capable de se dire, bon, ben l'étape 1, c'est ça, l'étape 2, c'est ça, l'étape 3, c'est ça. Puis entre l'étape 1 et l'étape 2, je vais aller acquérir cette compétence, cette connaissance, juste le temps que le changement se vive aussi. Ouais. Des fois, c'est même pas... Des fois, c'est pas tout sur tes épaules, là. Je veux dire, des fois, je me fais dire et je me dis, je suis pas reine d'Angleterre, là. Tu sais, dans le sens que tout dépend pas juste de moi, là. Alors, ça se peut que pendant l'étape 1 à l'étape 2, bien, tout ça va se placer, mais c'est sûr que si j'avais visé l'étape 2 avant l'étape 1, je me serais brûlée. C'est ça. Puis ça, ben tu parlais d'impatience, tu parlais de vouloir avoir tout de suite. Ben c'est ça qui est le plus dur. J'avais quelqu'un qui m'avait déjà dit, il est urgent de prendre son temps. Ça, on était en gestion de changement dans un projet, puis cette personne-là m'avait dit ça, puis sur le coup, j'avais vraiment pas aimé ça, là. Tu sais, quand ça te challenge trop, mais tu dis, ouais, je pense que des fois, elle a raison. C'est ça, je comprends tellement là-dessus. Des fois, on se fait dire des choses puis on n'est pas nécessairement d'accord sur le coup. Mais ensuite, après réflexion, ça change un peu ta manière de penser parce que ça te rend inconfortable, mais t'es comme... Des fois, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre, même si ça me rend inconfortable. Tellement. Puis apprendre à gérer cet inconfort aussi, c'est important, je trouve. Effectivement, puis c'est là que la connaissance puis la conscience de soi, c'est de dire, comment ça se fait que je reçois cette émotion? Je reçois ce langage-là ou cette expression-là de cette façon-là. Je peux clairement dire blablabla, blablabla, non, je l'entends pas. Ou je peux dire, parce que ça me rend inconfortable, ça doit être le miroir de quelque chose. Est-ce que je peux aller fouiller à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça me fait? Là, ben, des fois, tu te rends compte que ben, c'est parce que, justement, c'est un miroir dans ta face, ma chérie. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce miroir-là? Je peux le rejeter.
mais là, il va revenir à un moment donné sous une autre forme, c'est à peu près certain. Moi, je crois à ça. Puis en tout cas, dans mon 50 ans de vie, ça m'est arrivé plus souvent qu'autrement de dire non, je fais pas attention à ça tout de suite, puis ça va juste revenir sous une autre forme à un autre moment donné. Ou je dis, ben non, je choisis de me présenter à cette situation-là. En anglais, on dit to show up, en fait. Puis, ben voilà, tu vis avec, puis tu le digères, puis tu vois comment tu es capable de t'harmoniser avec cette situation-là. Oui. Puis justement, tu as dit que ça t'est arrivé quelques fois dans ta vie. Est-ce que tu as un exemple concret à nous donner, admettons, de quelque chose qu'on t'a dit, mais qui est revenu plus tard dans ta vie après? Ah oui. Bien, en fait, l'exemple qui, pour moi, est assez fort, moi, j'ai fait ma formation de professeur de yoga en 2010 et j'ai eu l'immense privilège de faire cette formation-là avec Deepak Chopra, aux États-Unis. Puis, lui, dans sa philosophie d'enseigner le yoga, il y a 7 grandes lois. Okay. Il y en a une de ces lois-là, c'est comme un peu des principes, là. C'est pas des lois au sens légal du terme, là, c'est comme des principes. Puis il y en a un qui c'est la loi du moindre effort. Okay. Aïe, aïe. Pour une overachiever, comme on disait tantôt, qui a toujours aussi été élevée dans plus tu vas faire d'efforts, plus tu vas avoir de résultats. Là, lui, il dit la loi du moindre effort. Mais là, tu sais, justement, blablabla, bla, 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 mais pendant peut-être 2-3 ans, j'ai juste fait « Ah, moi, ce principe-là, c'est pas fait pour moi. Ouais. » Puis là, ben, plus ça allait, plus dans ma réflexion, j'arrivais à dire « Je veux avoir plus d'impact dans la vie. Je veux pas juste faire mon travail que j'ai à faire, je veux générer de l'impact. Ouais. » Puis à un moment donné, je sais pas, ça revient, hein? Ça revient, cette affaire-là, en disant « Comment je peux optimiser l'effort pour avoir un maximum d'impact? » Ah! La fameuse loi du moindre effort qui revenait. Puis, justement, à partir du moment où j'ai compris que ça ne me servait à rien de travailler 50, 60, 70 heures par semaine, à un moment donné, je n'avais pas d'impact, que des fois, je peux en travailler 10, 15, 20 sur une situation ou même dans une semaine, puis avoir encore plus d'impact parce que les fois où j'ai choisi de m'investir, d'une part, j'étais toute là, en présence, en écoute, plutôt que de facturer des heures ou de juste être là, ce qu'on va appeler du présentéisme, là. Alors, je me valorise vraiment moins par le nombre d'heures que je fais, beaucoup plus par est-ce que ça a généré de l'impact? Ouais. Est-ce que j'ai changé quelque chose, justement, soit dans la vie des gens ou dans ma propre vie qui me fait évoluer? Totalement. Puis justement, cet impact-là, pourquoi, pour toi, en fait, c'est quoi en tant que tel? Est-ce que c'est ta mission? Est-ce que c'est un but ultime? À quoi ça ressemble, cet impact que tu aimerais avoir? En fait, j'ai envie de laisser le monde dans un état meilleur que celui dans lequel je l'ai pris. Bon, tu sais, c'est très cheesy, là, puis ça fait... Tout le monde dit ça. OK, mais maintenant, comment je peux faire ça? Moi, j'ai quelques talents dans la vie, OK? Tu sais, comme t'en as, comme d'autres en ont. Comment je peux prendre ces forces-là puis les pousser... on va dire quasiment à leur maximum pour faire en sorte que je vais honorer ces talents-là que j'ai eus dans la vie, puis que ça peut inspirer les gens à être une meilleure version d'eux-mêmes. Moi, c'est là-dedans que je peux travailler. Moi, je ne vais pas faire un pont. Je ne sais pas comment faire ça. Je veux dire, je suis pas très, très bonne en maths, encore moins en physique. Fait que, tu sais, je veux dire, il n'est pas... tu sais, je veux dire, c'est pas là ma zone de talent. Moi, c'est dans la façon d'être capable de communiquer, de partager, d'éduquer, d'informer, d'outiller. Ça, je sais faire ça. Puis j'aime ça faire ça. Fait que je vais prendre ces talents-là, je vais essayer de les pousser. Puis j'ai fait ça pendant une dizaine d'années dans le milieu des affaires. Maintenant, aujourd'hui, je le fais à l'échelle de la société québécoise. Puis je ne sais pas où ça va me mener. Je le sais pas. Mais pour l'instant, je prends ces talents-là. Puis je me dis, bon, mais comment je peux faire pour inspirer les gens à prendre les meilleures décisions pour eux? Puis actuellement, comme DG d'Éduc-Alcool, mais c'est les meilleures décisions en matière de consommation d'alcool, puis de les faire réfléchir sur leur relation à l'alcool pour qu'ils soient des leaders de leur propre vie. Ouais. Avant, c'était d'autres choses. C'était pour être des meilleurs leaders d'équipe, avec leurs employés, d'être mobilisants, de favoriser la fidélisation du personnel dans un contexte de pénurie puis de rareté de main-d'œuvre. C'était de faire en sorte que les relations patronales syndicales aillent bien. Tu sais, j'ai pris ces mêmes talents-là, mais dans différents contextes. Puis,
mon objectif, c'est d'avoir de l'impact sur le plus de gens possible au fur et à mesure que ma carrière avance. Fait que là, on est rendu à la population du Québec. On va voir où c'est que ça va nous mener. C'est quand même pas pire, la population du Québec. Oui, mais c'est ce qui m'a fait accepter le défi, parce que souvent, les gens vont dire « Hey, mais t'as lâché tes bébés. » Puis j'en avais 2 entreprises. Tu sais, je veux dire, comment est-ce qu'ils ont fait? Ben, c'était la perspective de prendre qui je suis, puis ce que je connais, puis ce que je sais faire, puis de l'amener à un autre niveau. Absolument. Puis, on va parler des entreprises après parce que ça m'intéresse beaucoup d'en savoir plus. Mais un problème, en fait, que je parle des fois avec mes amis, c'est que des fois, ils ont l'impression qu'ils savent pas trop comment trouver leur passion ou encore trouver leur talent. Puis, je voulais savoir les talents que tu as découverts. Est-ce que tu sais que tu les as depuis un jeune âge ou c'est plus quelque chose qui s'est développé au fil des années? C'est à force de faire des essais puis des erreurs. Erreurs. Tu sais, de se rendre compte que finalement... c'est pas pour toi. C'était pas pour moi, tu sais. Bien, je te dirais que quand je retourne, mettons au secondaire, tu sais, c'est à peu près là où j'ai commencé à avoir mes premiers indices. Qu'est-ce qui était facile pour moi? Puis qu'est-ce qui était difficile pour moi? Bien, je te dirais que tout ce qui était plus intuitif, humain, langue, communication, présentation orale, art dramatique, musique, être sur scène, avoir des caméras, un micro, ça, j'étais dans ma zone. OK? Quand j'étais toute seule à faire 32 problèmes de maths, là, puis péjoratif, là, je suis sûre qu'il y a du monde qui aime bien ça, faire ça, là, mais quand je parle de ma zone, là, c'est pas la mienne. Que, tant mieux si c'est la zone de quelqu'un d'autre. OK? Et là, ben c'est là que ça a commencé à se dessiner. Et après ça, bien, au cégep, quand j'ai fait un deck en sciences humaines, bon, avec maths quand même, là. Mais dans le temps, ça s'appelait comme ça. Ben là, les cours de sociaux, les cours de philo, les cours de psycho, puis les cours d'histoire aussi. Ben là, j'ai développé un intérêt. Puis après ça, ben moi, c'était beaucoup la psychologie industrielle qui m'intéressait. Moi, je suis de l'année où, pour avoir... Donc, un diplôme puis être reçu par l'Ordre des psychologues, c'est passer de la maîtrise au doctorat. OK. On n'a pas parlé encore, mais des croyances limitantes. J'ai fait, je serais jamais capable. Je serais jamais capable de faire un doc. Bon, j'aurais peut-être été capable, mais ça m'a juste comme coupé 2 jambes. Puis là, j'ai fait, ben, faut que je trouve une autre profession. Puis, j'ai trouvé relations industrielles qui est pas très loin, c'est pas de la psycho, mais c'est comment s'occuper des humains à l'intérieur d'une organisation. Puis là, ben, j'ai fait, ben, c'est ça. Dans le fond, c'est ça que je voulais faire. J'appelais ça de la psycho-industrielle. Oui, ça se recoupe à certains égards, puis tout. Puis j'allais faire mon bac là-dedans, puis c'était ça. J'ai été privilégiée parce que aujourd'hui, ben, moi, j'ai actuellement une fille de 16 ans qui va devoir faire un choix de programme au cégep. Puis je trouve ça extrêmement jeune pour prendre ce genre de décision-là. Fait que là, on y repousse la même affaire que je me faisais dire dans le temps. Ferme-toi pas de porte, Puis je suis comme, non, je suis pas sûre, mais je me vois, puis je dis ça à ma fille, puis j'aime pas ça. Ah, je comprends tellement. Là. Moi aussi, je me rappelle... moi, par contre, j'ai fait comme toi, en fait, j'ai toujours adoré les arts de la scène, communiquer, la musique, tout ce qui est vraiment intuitif et comme plus vers le feeling que plus le côté plus rationnel. Et en secondaire 5, justement, je voulais pas me fermer de porte. Puis à l'époque, je pensais que je voulais devenir psychiatre. J'ai toujours trippé sur la psychologie. Et donc, j'ai fait mes sciences secondaire 5. J'étais allée en sciences nat au cégep. Et 2 semaines dans le programme de sciences de la nature, je réalise que ce n'est absolument pas pour moi. Et à l'époque, j'aimais vraiment pas les cours d'histoire. Et dans ma tête, le programme sciences humaines à faire administration, je pense, dans ma tête, il y avait comme 3 ou 4 cours d'histoire. Et c'est ma prof de biologie qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais en sciences nat? Est-ce que tu as regardé le programme? Parce qu'il y a un seul cours d'histoire. Le reste, c'est juste de l'administration. » Et donc là, j'ai fait... Après 2 semaines de sciences nat, j'étais comme « Ah, j'aurais peut-être dû plus m'informer. » Puis j'ai laissé tomber finalement. Puis j'ai jamais look back. Mais ce que je me dis en ce moment que je trouve intéressant aussi, c'est que moi, j'ai fait mon bac au HEC. Puis en ce moment... ça m'intéresse vraiment beaucoup tout ce qui est psychologie, neurosciences, etc. Donc, je pensais peut-être aller reprendre des cours. Puis, relations industrielles, j'y avais pas pensé, mais de ce que tu me racontes, ça pourrait être aussi intéressant. Donc, j'ai jeté un coup d'œil. Tu jetteras un coup d'œil. C'est sûr que si tu as fait ton bac à HEC, c'est
ça ressemble à avoir pris l'option ressources humaines, par exemple. Okay. Ça se ressemble, mais c'est un petit peu plus poussé. Alors qu'en relations industrielles, on n'a presque pas fait de cours de gestion. Okay. Alors, moi, j'allais faire un MBA après, un peu pour aller rechercher ça. Ouais, pour te dire comment les parcours, à un moment donné, hein, ça se recoupe. Parce que moi, j'avais mon bac en relations industrielles, donc je me sentais assez ferrée dans les différentes activités opérationnelles et stratégiques des ressources humaines. Mais je me disais, ouais, mais quand moi, je parle au VP Finance, quand je parle à la VP Marketing ou même au présidente d'une entreprise, j'ai l'impression que moi, je parle en langage ressources humaines. Puis lui ou elle me parle en langage d'affaires. Ouais. Il faudrait que j'ai le langage d'affaires pour être capable de l'influencer. Bon, aujourd'hui, je mets ces mots-là. Là, c'était pas tout à fait ça quand j'avais 22 ans. Là, mais ça a fait en sorte que j'ai commencé à travailler en ressources humaines, particulièrement en relations de travail. Puis après ça, je suis allée faire mon MBA. Puis j'avoue que ça m'a beaucoup aidé justement à pouvoir influencer en parlant le langage de l'autre, plutôt qu'en le forçant à parler RH. Là, c'est sûr. Bien, se comprendre, on s'entend de la communication. C'est comme quelqu'un te parle en anglais, tu lui parles en français. On peut pas nécessairement se comprendre, mais c'est la même chose en ce moment que tu racontes. Oui. Puis avec ton MBA, en fait, est-ce que c'est par la suite que tu es allée créer tes propres entreprises? Ben pas tout de suite après, mais oui. En fait, j'ai travaillé j'ai fini mon bac, j'ai travaillé 5 ans. En entreprise, puis après ça, je suis allée faire mon MBA à temps partiel. Donc, je continuais à évoluer, à travailler, etc. Puis, donc, après ça, j'ai continué à travailler un petit bout de temps. Puis, j'ai eu un premier enfant. Ça veut dire, bon, voilà. Puis, ensuite, comme je te disais, toujours dans l'esprit intrapreneurial dont on se parlait au début, et là, ben, je propose mon fameux projet. Là, ça me reste dans la tête. Là, je commence à faire, ouais, mais là, si j'allais le faire à l'externe, tu sais, là, j'ai un premier enfant, on aimerait ça d'en avoir un deuxième. Là, tu viens de t'acheter une maison, la sécurité, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, faire un plan A, un plan B, un plan C, puis un plan D, là, tu sais, juste pour être sûr que... Que la sécurité quand même. Oui, c'est ça. Puis, j'ai clairement décidé de quitter l'organisation. En l'occurrence, c'était Hydro-Québec. Fait que tu as compris que de quitter une job à plein temps au corporatif à Hydro-Québec, où j'avais énormément de plaisir avec mes collègues, avec mes patrons, avec les clients internes. Fallait que ça me tente. Hein? Bien, c'est sûr. C'est ça. Fallait que ça me tente. Alors, donc, justement, je l'ai fait, j'ai sauté. Et donc, ça a créé l'origine de Amplio Stratégie, qui existe toujours aujourd'hui. Donc, ça s'appelait Univers, un monde en soi. Alors, c'était moi toute seule, comme je te disais, comme travailleur autonome. Là, je prenais des mandats à la fois de coaching, de conférences, de formation. J'étais aussi beaucoup chargée de cours à HEC, justement. Oui. Et par la suite, ben là, je commençais à avoir plus de mandats que ce que j'étais capable de réaliser. Fait que là, embauche un pigiste, 2 pigistes, tu sais, qui prennent des mandats avec moi. Puis, à un moment donné, ben justement, j'ai rencontré mon partenaire d'affaires avec qui j'allais créer Amplio Stratégie à partir de ce que j'avais déjà, puis de ce que lui avait déjà. Puis on a jumelé ça, puis on s'est dit, tiens, maintenant, on va accompagner les organisations tant du point de vue humain, donc encore une fois, tout ce qui était développement de leadership, par le biais de la formation, des conférences, du coaching, puis en planification stratégique par le biais de la consultation. C'est super intéressant, honnêtement. Le fait que tu aies eu ce courage-là de quitter Hydro, de tout lâcher pour débuter ton entreprise et que ça a aussi bien tourné, honnêtement, c'est vraiment inspirant parce que moi, un jour, j'aimerais ça faire la même chose. Ou quelque chose, peut-être pas exactement la même chose, mais avoir mon entreprise, c'est sûr que je triperais. Puis, dans justement Amplio, est-ce que c'est là que tu as commencé à justement parler du leadership qui est authentique? Oui, exactement. Bon, je te ramène en 2010. Okay. Je sais pas quel âge tu avais, mais en tout cas. 10 ans. Ah bon, d'accord. Ici, on a un petit choc. Bon, ça va bien aller. Et donc, on était dans les grands scandales financiers de Enron, etc. Oui. Puis le scandale des commandites au Canada et tout ça. Puis le leadership allait pas très bien, dans le sens que l'image qu'on avait de nos leaders, soit nos leaders corporatifs ou nos leaders politiques, il y avait beaucoup de sarcasme. Mm-hmm. Puis quand tu disais que tu voulais travailler en leadership, ben c'était comme, tu veux être comme ça là? Puis là, je me suis mis à, encore une fois, grâce à mon intuition,
J'ai dit, mais oui, mais moi, c'est pas ça, c'est pas ce type de leadership-là que j'ai envie d'exploiter, autant pour moi que d'après ça, aider d'autres à développer ces compétences-là. Puis là, j'ai dit, ça va s'appeler le leadership authentique. Mais ça m'arrive souvent. C'est que j'ai comme une idée, puis après ça, je vais voir dans la littérature. Puis pour me rendre compte que, j'ai rien inventé. OK? C'est souvent ça. J'ai rien inventé, on va se le dire tout de suite. Dans la littérature, on en parlait déjà depuis une bonne dizaine d'années, puis il y avait des très bons articles qui venaient déterminer les caractéristiques d'un leader authentique. Okay. Juste que au Québec, on n'en parlait pas de cette façon-là. Puis moi, j'ai toujours dit, le jour où on va pouvoir enlever l'étiquette authentique à côté leadership, c'est parce que je vais avoir réussi ma job. Parce que ça va vouloir dire que c'est un automatisme. Si t'es leader, c'est parce que t'es authentique. Ouais. Or, depuis 2010, on a juste ajouté plein d'étiquettes. Authentique, conscient, transformationnel. Je veux dire, servant. Il y en a tellement là, que j'en perds moi-même mon latin. Alors, quand est-ce que le leadership va juste être le leadership? Je ne le sais pas, mais c'est pas maintenant. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est une évolution constante. Mais en tant que tel, comme tu dis, il y a plusieurs types de leadership. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un leadership serait authentique? Puis comment est-ce qu'on peut le développer chacun d'entre nous? D'abord, oui, on peut le développer, là, à la question. Il y a des gens souvent qui vont dire, ouais, mais le leadership, c'est-tu inné ou acquis? On s'entend que si c'était inné, les écoles de gestion, puis tous les livres qu'il y a sur le leadership, ça serait la plus grande supercherie mondiale. OK? Effectivement. On s'entend, là, parce que c'est inné, puis c'est that's it, ça sert à, Harvard, mais les toutes, là, les grands auteurs, Mintzberg, ça sert à quoi? Donc, ça veut dire qu'on peut le développer. Oui, comme dans d'autres choses. Tantôt, on se parlait de maths ou on parlait d'autres choses. Il y en a qui ont un talent de base, que c'est vrai que ça fleurit plus vite que d'autres. Mais à la base, on peut tous être un leader de sa propre vie. Puis un leader authentique de sa propre vie, ça veut dire, justement, tantôt, je te parlais de connaissance de soi puis de conscience de soi, mais ça veut dire que je suis capable de me scanner, pas juste physiquement, mais psychologiquement, intellectuellement, puis voire même spirituellement. Bon, on revient sur la terre, ça veut dire quoi? C'est quoi mes talents? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes préjugés? C'est quoi mes dérailleurs? Tu sais, comment ça se passe? C'est quoi qui fait en sorte que je prends des décisions? Donc, c'est quoi mes valeurs? Je peux me questionner aussi sur ma mission, ou en tout cas, ou sur ce qui m'anime particulièrement dans la vie. Puis là, d'essayer de diriger d'abord ma vie en fonction des réponses que j'ai eues. Fait que ça veut dire que je reste pas dans un emploi qui est contre mes valeurs, que je me sens tout croche physiquement, que j'ai mal au ventre le matin, ou que des décisions administratives sont prises, puis ça me confronte, au-delà de la gestion du changement, là, je veux dire, ça me confronte à un autre niveau, dans la façon de communiquer, la culture organisationnelle, etc. Donc, ça, c'est d'abord le leader de sa propre vie. Après ça, dans la vie, c'est pas tout le monde qui est obligé d'être un gestionnaire. Puis c'est pas parce que tu es un gestionnaire que tu es un leader. Puis c'est pas parce que tu es un leader que tu es un gestionnaire. Mais admettons que tu choisis d'être un gestionnaire, donc un leader d'équipe, et là, tu vas appliquer ça à d'autres mondes qu'à toi. Fait que tu vas faire en sorte de faire fleurir des talents en fonction de qui ils sont comme personne. Fait que tu vas vouloir apprendre à les connaître, puis à diriger, non pas comme si c'était une chaîne de montage avec tout du monde pareil, mais en fonction de qui chacun est. Bon, tu peux choisir d'être un leader de leader. Ça, c'est comme le boss du boss. Ça existe dans les plus grandes organisations. OK? Donc, tu vas faire la même affaire, mais en ayant aussi une ascendance sur un groupe, sur des leaders, qu'eux autres aussi vont avoir des employés. Puis, ultimement, tu vas aussi être un influenceur dans une société. Puis, pas juste au sens Instagram de la chose, là, mais un influenceur pour justement avoir de l'impact, puis faire changer des comportements, puis faire évoluer des sociétés. Puis ça, on en connaît plein, tant au niveau social qu'au niveau politique, qu'au niveau des affaires. Il y en a plein, là, des influenceurs, des vrais influenceurs, ce que j'appelle. Bien, c'est sûr. Puis en même temps, ça me fait penser aussi parce qu'en termes de leadership,
des fois, justement, ceux qui ont peur un peu de quitter leur emploi parce qu'ils aiment la stabilité, ils savent que ça leur amène cette sécurité, mais ils sont pas pleinement heureux. Est-ce que tu aurais des trucs à leur donner pour justement changer ça peut-être dans leur vie? Bien, en fait, moi, quand les gens venaient me voir en coaching puis ils me disaient « J'aime pas ma job, mais je veux pas la quitter parce que j'ai une hypothèque, parce que j'ai un collège privé, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça, puis un paquet de bonnes ou de moins bonnes raisons. » Je disais « Ben, donc, coût-bénéfice, tu choisis de garder ta job. Premièrement, arrête de dire « J'ai pas le choix. » Tu choisis. T'as regardé ça, t'as regardé, ouais, je veux ma sécurité, je veux ci, je veux ça. Donc, c'est un choix. Donc, tu fais acte de leadership. C'est un choix conscient. Donc, arrête de chialer sur ta job. Tu l'as choisi. C'est à toi. Après ça, admettons que malgré tout ça, ce travail-là te fait pas triper à 100%. Mais c'est quoi qui te ferait triper? Va le faire. En parallèle de. Ouais, mais là, j'ai pas le temps, les enfants, le ci, le ça. Puis je le comprends. Essaye de te garder 1 heure par semaine pour le faire, 2 heures par semaine pour le faire. Puis, est-ce que tu peux pas le faire via des activités de bénévolat, des activités communautaires? Tu coacher au soccer? Je sais pas. Tu sais, peu importe ce que c'est. Si tu as toujours rêvé d'avoir un restaurant, ben va voir un chef ou un propriétaire de resto que tu apprécies, puis demande-lui si va faire un cours de barman ou de peu importe, puis demande-lui si tu peux faire un chiffre par semaine. Je sais pas, tu sais, si c'est ça qui te ferait triper, mais que tu dis « Ah non, je n'aurais pas un restaurant avec tout ce que ça demande, ben, tu fais un chiffre le vendredi soir. » Ouais, mais là, il me laissera jamais faire ça. Avant de tout te mettre ces contraintes-là, va donc le demander. Ouais. Ose le demander. Mais ça, pour ça, il faut que ça tienne vraiment à cœur. Ouais. Parce que des fois, des gens préfèrent dire « Ah, j'ai pas le choix, mais là, tu sais bien, puis tout. » Puis moi, je suis très, très, très sensible à ça parce que c'est quel exemple que l'on donne aux gens qui nous entourent, particulièrement nos enfants. Quand on entend nos enfants qui disent « Ah, ben moi, tu peux être sûr que moi, je vais vivre, hein, je vais pas nécessairement avoir une job qui va me prendre tout mon temps, puis tout. » Mais je peux pas m'empêcher de penser que ces gens-là ont dû entendre, soit de leurs parents ou des gens qui les entouraient, « Ah, j'étais assez écœurée de travailler, puis là, pour ce patron-là, cette patronne-là, puis cette équipe-là, ils n'arrêtent pas de changer d'idée, puis tout. » Au lieu d'avoir des parents qui, dans le fond, oui, allaient travailler, mais n'avaient pas l'impression d'aller travailler. Ouais. Fait que, tu sais, quand le travail, ça devient du temps pour toi. C'est ça. Tu sais, des fois, quand on a des jeunes enfants, moi maintenant, je suis un petit peu plus vieille, mais j'ai pas de temps pour moi. Mais moi, quand j'allais travailler, c'était du temps pour moi. Parce que j'avais l'impression de contribuer. Puis ça, ben ça s'est pas passé partout. C'est vrai, les gens vont dire « Ouais, mais c'est sûr, tu avais ton entreprise, j'espère bien. » Ben, je l'ai fait, le choix. C'est tough. Oui, c'était pas juste facile. Ça après 1 an et demi aussi, là. Tu auras compris que ça se fait pas sur un coup de tête. C'est ça, puis pas du jour au lendemain non plus. Non, exactement. Puis là, tu sais, d'assurer le plan B, le plan C, le plan D, là, tu sais. Puis je me rappelle quand je parlais aux gens de mon plan B, C, D, puis que je faisais des appels en disant « Si mon plan A marche pas, es-tu prête à me prendre comme consultante, pigiste? » Puis les gens me disaient « Oui, mais on va jamais travailler ensemble. On risque d'être compétiteurs sur un appel d'offres. » Puis c'est vrai que c'est ça qui s'est passé. Ben c'est ça, puis je veux dire, on parle, tu sais, il y a des personnes qui disent, mais tu sais, toi, tu l'as eu facile, t'as ton entreprise, c'est sûr que t'aimes ça, mais c'est quoi probablement les plus gros défis que t'as rencontrés lors de la création de ton entreprise, puis en fait, au cours des dernières années? En fait, je dirais que souvent, on part sur une entreprise parce qu'on est expert de quelque chose. Tu sais, moi, je savais que j'étais capable de faire du développement de compétences en leadership. Je savais ça. Par contre, ce qu'on minimise, souvent, c'est qu'il va falloir se vendre. Ben c'est ça. C'est ça, ça prend des clients, là. C'est pas juste parce que t'es bonne que les gens vont appeler, là. Alors, la portion développement des affaires, en continu de faire des mandats, ça, je veux dire, c'est une roue sans fin, là. Puis comment t'arrives, justement, à faire en sorte que t'es dans l'imaginaire des gens quand... Moi, je prendrais une formation. Hey, t'as-tu pensé à Geneviève des Hôtels? Hey, t'as-tu pensé en pliostratégie? Parce que à un moment donné, c'était plus juste Geneviève, là, tu sais. T'as-tu pensé à... Bien, ça, c'est parce que
continuellement, en parallèle de réaliser des mandats, tu fais du développement des affaires. Puis faire du développement des affaires en 2000 quelques, là, OK? Ben, ça veut dire beaucoup. Pour moi, en tout cas, c'était beaucoup les réseaux sociaux. Parce que moi, faire le tour des cocktails de réseautage avec 2 jeunes enfants, ça se pouvait même pas. Puis, à un moment donné, c'est un peu épuisant, là. Bien, c'est sûr. Mais écrire des articles, puis essayer d'être blogueuse pour les affaires, puis après ça, revue gestion, puis après ça, facteur H, puis d'être continuellement dans l'imaginaire des gens. Ouais. Moi, je me faisais dire dans le temps, c'est un peu moins vrai aujourd'hui parce que c'est moins mon travail, mais je me faisais dire, hey, moi, à chaque fois que j'ouvre mon LinkedIn, j'étais dans ma face. Oui, c'est bon. C'est volontaire. Puis toujours avec du contenu différent. Hein? Oui. Bien, c'est sûr. C'est ça. Fait que ça, c'est ça qui faisait en sorte que les gens avaient l'impression d'apprendre à me connaître à travers les articles que j'écrivais ou les vidéos que je faisais. Puis, ils pensaient à moi quand il y avait une intention de coaching ou que quelqu'un leur disait « Hey, c'est quoi, je me chercherais un coach, connais-tu quelqu'un? » Hey! Je te dis, moi, je t'appellerais Geneviève des Hôtels. Bien, ça faisait qu'en parallèle de mes mandats, je faisais du développement des affaires. Ben oui. Mais ça, c'est le bout que peu de gens pensent ou qu'ils minimisent. Puis là, à un moment donné, ils disent « Ouais, mais ma pratique d'affaires, elle ne marche pas. Mes clients m'aiment bien, mais j'arrive pas à générer suffisamment d'entrée de nouveaux clients pour en vivre. » Ouais, t'as raison. Ben voici ce qu'il faut que tu fasses. C'est comme une deuxième job dans ta job. C'est ça. Puis après ça, ben tu peux dire « Ouais, mais ça m'intéresse pas. » Parfait, ça demeure un choix conscient. Puis arrête de chialer, là. Toujours la même histoire. Arrête de chialer, puis dis que finalement, d'être à ton compte ou d'être en affaires, c'était pas pour toi, mais tu l'as essayé. C'est parfait. Ouais. Go. Moi aussi, un truc que je suis totalement d'accord avec toi, c'est que quand quelqu'un chiale sur un problème, au début, c'est correct, parce qu'on s'entend, on a le droit de vivre toutes nos émotions, c'est parfait. Mais quand c'est un problème récurrent, que tu choisis de rester là-dedans, c'est un choix. Ah oui, c'est un choix, puis c'est parfait. Assume-les, par contre. Mais c'est ça, exactement. Puis il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à s'assumer là-dedans, je trouve. Puis là, ça n'a pas rapport avec le fait de choisir ou pas, whatever. Mais moi, j'ai une difficulté dans la vie, en fait, c'est que j'ai peur de me vendre. Donc, si j'avais mon entreprise, je sais que je serais un peu mal à l'aise d'aller voir les gens en disant « Ah, mais tu sais, voici ce que j'offre, est-ce que tu serais intéressé? » Comment est-ce que tu as commencé à te vendre? Puis comment est-ce qu'on devient meilleur à ça? Mais d'abord, en se demandant, en se disant que tu vends tous les jours. Tu t'en rends même pas compte. Okay. Tu m'as vendu de venir m'asseoir ici avec toi aujourd'hui. C'est vrai? Tu vas vendre aux gens, directement ou indirectement, d'écouter le podcast et tous ceux que tu as fait avant puis tous ceux que tu vas faire après. Si tu avais des enfants, tu vendrais le souper de ce soir parce que ça se pourrait que des gens ne demandent pas de manger ça. Ouais. Fait que là, ça va te prendre des techniques de vente. Après ça, techniques de devoir. T'es peut-être moins là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens pensent que la vente... C'est monétaire. Oui. Alors qu'on vend tous les jours. Alors, après ça, comment tu vends? Moi, j'aime bien prendre l'angle de l'éducation. C'est ce que je sais mieux faire. Fait que donc, tu me dis que tu as un enjeu. Ben, par exemple, toi, tu me dis, exemple, j'ai de la misère à me vendre, puis tout, puis je vais dire, ben parle-moi de ça. Qu'est-ce qui fait que tu as de la difficulté à te vendre? Mm-hmm. Puis là, ben, on pourrait partir en coaching longtemps, là. On ne fera pas ça aujourd'hui. On fera pas ça ici aujourd'hui, mais on pourrait, je vais extrapoler 3 secondes, on pourrait arriver puis dire, ben, justement, parce qu'il y a peut-être un syndrome de l'imposteur en arrière de ça, ou il y a peut-être une croyance limitante ou un préjugé qui dit avec les vendeurs, tu sais, c'est phony. Ouais, exact. Puis là, ben, on va déconstruire ça. Comment toi, tu as envie de te vendre? Mm. Moi, j'enseignais aux gens. En fait. Puis je pense que j'enseigne encore parce que aujourd'hui, oui, je ne vends plus pour vendre un mandat. Je vends aux gens d'avoir des prises de conscience sur leur relation à l'alcool. Sais-tu quoi? C'est quasiment plus dur que de vendre un mandat. Totalement. Fait que, puis j'ai des fois 10 secondes à la télé pour le faire. Parce que la campagne, par exemple, 15 secondes à la télé ou moi, 10 secondes aux nouvelles ou, quand c'est un article écrit, au moins, les gens peuvent prendre le temps qu'ils veulent pour le lire. Mais, tu sais, souvent, j'ai pas beaucoup de temps, mais il faut que je réussisse à leur vendre de dire « Ouais,
c'est vrai, hein, depuis les 3 derniers mois, ma consommation d'alcool, ça va super bien, c'est parfait, parfait. C'est un choix assumé, parfait. Ou, c'est vrai qu'à l'approche des fêtes, ou peu importe, suite aux fêtes ou quoi, mais je pourrais peut-être, prendre ça mollo un petit peu plus pour X, Y, raison, Je vais aller me renseigner. Hey, ça, là, j'ai 10 secondes pour générer ça dans la tête des gens, là. C'est un défi. C'est tout un pitch de vente. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis justement, en tant que directrice d'Éducalcool, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as pris le mandat, puis comment est-ce que ça t'appelle comme mission? En fait, c'est quand la personne qui était chasseur de tête m'a interpellée, d'une part, je me disais, mais veux-tu bien me dire qui c'est pas à Montréal, que j'ai 2 entreprises, puis que... Mais j'ai trouvé qu'il y avait du courage. Fait que là... Oui. Mais c'est pas qu'il y avait du courage, c'est qu'il me connaissait pas. Fait que... non, mais tu sais, des fois, la vie, c'est parfait. Alors là, il me parle de ça, puis à un moment donné, il dit, éduque, alcool. T'auras compris que j'ai accroché sur éduque. J'ai dit, ça, je sais faire ça. Alcool, je peux l'apprendre. Ouais. Parce que, évidemment, tu sais. Puis après ça, alcool veut dire, je vais dire 7 à 107 ans. Tu vas me dire, on ne prend pas d'alcool à 7 ans. Non, mais tu vois tes parents en faire. Ouais. Tu vois tes parents en prendre, tes grands frères, grandes sœurs, peu importe. OK? Puis 107 ans, juste parce que je vais mettre une limite puis que ça fait cute de dire 7 à 107 ans, ça peut être 110 s'ils veulent. OK? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un parcours où l'alcool est une substance qui est acceptée socialement, qui fait en sorte que tu choisisses d'en prendre ou de ne pas en prendre, il va en avoir autour de toi. Donc, tu vas avoir une décision consciente à prendre si tu en prends 1, 2, 3, 10, 12. Non, mais tu sais, je veux dire... Un nombre. Un nombre, OK? Dans une soirée, dans une vie, dans un mois. OK? Donc, comment moi, je peux t'aider en t'informant, en t'outillant, en t'éduquant, de façon à ce que tu prennes les meilleures décisions possibles. C'est du leadership, ça. Et ça, ça s'est pas fait dans le déclic où il m'a dit Éducalcool. Je te fais la réflexion qui a accompagné le processus d'entrevue pour que je dise, ouais, j'embarque là-dedans. Puis je le regrette pas, vraiment pas. Mais puis là, ça fait 1 an. Ça fait, au moment où on se parle, à l'automne 2023, ça fait 20 mois. OK, quand même. Fait quasiment sur le 2 ans. Ouais. Puis à date, comment est-ce que ça passe? Quels sont les plus grands changements que tu as remarqués entre cette job-là puis avoir tes entreprises auparavant? Je te dirais que dans un premier temps, ça a été de prendre un poste qui avait été occupé par quelqu'un qui était là depuis 32 ans. Wow. Versus créer ton entreprise où, ça part de ta tête, puis, je veux dire... Ça se développe. Ça se développe. Là, bien sûr, il fallait honorer le passé, puis essayer de voir comment on prend le passé, puis on l'amène dans une continuité. Puis évidemment, tu n'es pas tout seul. Il y a un écosystème, il y a des habitudes, il y a des employés, il y a un conseil d'administration. Moi, c'est la première fois que je travaillais vraiment avec un conseil d'administration. C'était moi, présidente du CA d'Amplio-Stratégie puis d'Eluxi, là. Ben oui. Tu sais, alors, fait que tu vois, fait que ces changements-là, mais comme je te disais d'entrée de jeu tantôt, ce que je me suis rendu compte, c'est que je restais la même fille, la même leader authentique. Donc, la même fille avec l'esprit entrepreneurial. Fait que la même fille qui pousse des projets, qui dit qu'on peut faire ça différemment, qu'il faut aller ailleurs, qui dit on est capable de s'adjoindre. Oui, mais ça s'est jamais fait, c'est pas grave, on va l'essayer. On va pousser ça. Puis là, des fois, de faire... Oups, là, j'ai tiré un petit peu trop l'élastique. Là. Je vais prendre plus mon temps. Ouais. Fait que ça, c'est la différence. Ça va pas nécessairement toujours à ton rythme, mais ça va au bon rythme. Et ça, écoute, je suis là-dedans. Fait que je peux, tu sais, je le vis en temps réel pendant que je te parle. Fait que dans 2 ans, on pourrait se rencontrer, puis là, j'aurais peut-être plus de leçons apprises à te partager. Ouais. Mais en ce moment, c'est l'idée de dire, il y a des beaux projets sur la table, puis chaque chose en son temps. Ça m'amène à ma prochaine question, en fait, parce que tu as un livre qui est nommé Déclic. Oui. 4 étapes simples pour passer de la conscience à l'action. Oui. Je trouve qu'on en parle beaucoup depuis tantôt. Mais en bref, ce serait quoi les 4 étapes avec une petite description? Bien sûr. 4 étapes. La première, observer l'éveil de sa conscience. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, là. Puis là, tu sais, tu peux plus dire que tu le sais pas, là. Là, tu sais, t'en es conscient. Tu peux pas dire, non, j'ai jamais su ça. Non, regarde, OK? Qu'est-ce que tu fais avec ça?
tu peux dire, bon, ben je le mets de côté ou, la deuxième étape, je nomme mon intention. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je te donnerai un exemple tantôt, mais on va parler des étapes en premier. Parfait. Après, c'est enclencher le mouvement. Parce que là, je peux bien dire, moi, j'ai l'intention de... Dans 6 ans, on va se reparler. J'entends encore l'intention de. Fait qu'évidemment, il faut passer à l'action. Ça, c'est enclencher le mouvement. Ce qui est difficile d'enclencher le mouvement, c'est que souvent, la roue, elle tourne de l'autre côté. Il faut qu'elle stoppe puis qu'elle reparte de l'autre bord. Fait que c'est ce qui fait souvent que les gens, ils restent à la deuxième étape. T'sais, j'aimerais ça faire un voyage en Europe. OK? C'est beau. L'intention est là. Oui. OK, tu vas faire quoi? Commencer à faire ton budget, à regarder l'itinéraire avec qui tu vas y aller. Ouais, mais là, c'est parce que là, on a aussi un chalet. Ouais, mais c'est parce qu'il y a aussi des travaux de la cuisine. C'est parce que là, OK, comment tu le priorises si c'est vraiment une priorité? Parce que tu t'es dit que dans ta vie, c'était important pour toi de voyager, l'éveil de ta conscience, ton intention. OK, je veux aller, je sais pas moi, en Italie l'été prochain. Bon, quel moyen tu prends pour que tu y ailles? Puis, une fois rendu sur place... Donc, la 4e étape qui est être et agir dans l'action, bien là, il y a d'autres prises de conscience. Mais là, maintenant que j'ai fait l'Italie, je me rends compte que de juste visiter des musées, je trouve ça difficile. Là. Fait que j'aimerais mieux visiter un pays qui est plus de plein air. Là, on revient à l'étape 1, l'éveil de la conscience. Dire que là, ça va tomber dans l'Irlande, l'Islande, je sais pas moi, n'importe quoi, là, mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Des pays où ce qu'il y a à voir, c'est, oui, il y a encore des musées, là, mais essentiellement, c'est du plein air. Là, après ça, OK, parfait. Mon intention, c'est d'aller en Islande dans 2 ans, maintenant. OK, qu'est-ce que tu vas faire? Enclencher le mouvement. Une fois que tu vas être en Islande... Ça recommence. Ça recommence. Fait que c'est un cercle continuel. À l'échelle individuelle, là, j'ai pris l'exemple des voyages parce que ça peut parler à tout le monde, mais on peut le faire aussi à l'échelle organisationnelle, c'est-à-dire qu'à l'échelle de l'équipe, puis à l'échelle de l'organisation. Dans le fond, une planif stratégique, c'est quoi? C'est l'éveil de sa conscience, c'est-à-dire les forces, faiblesses, opportunités, défis. Exactement, on retourne là-dedans, c'est ça. Ouais. L'intention, bien, c'est quoi nos objectifs? C'est quoi nos indicateurs? C'est quoi notre vision? On est tous là-dedans. Puis après ça, enclencher le mouvement, le plan d'action. Puis après ça, l'évaluation, les suivis de plan d'action, bien, c'est être et agir dans l'action. Ouais. Fait que j'ai juste choisi 4 étapes qui parlent à tout le monde parce que j'avais déjà ce goût de grand public. Mais on peut très bien reprendre ça puis le mettre à l'échelle organisationnelle. Ben oui, c'est sûr. Puis le mettre à l'échelle aussi personnelle, tu sais, juste pour toi. Puis justement, tantôt, au début de l'épisode, on parlait des croyances limitantes. Puis j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, en fait, en général, on veut faire quelque chose, on le sait, on a le gut feeling, mais on a peur parce qu'on a ces certaines croyances, comme tu disais, ou ces préjugés. Mais comment est-ce qu'on passe au travers de ces croyances limitantes-là, puis comment est-ce qu'on peut les changer? La première chose, il faut les reconnaître. Il faut leur donner le droit d'exister. C'est drôle à dire, hein? Il faut comme que tu lui donnes le droit d'exister. Tu les acceptes? Ben, en fait, au moins que... sans nécessairement les accepter, que tu les reconnaisses. C'est comme une émotion. Tu sais, je te dirais, je fais le parallèle entre les deux. Si je suis en colère, puis que je fais non, je suis pas en colère. La colère, elle veut juste sortir. Si je dis oui, je suis en colère. Je suis en colère à cause de ça. Je donne le droit de vivre. C'est drôle à dire, mais elle va disparaître, elle va comme se digérer. Bien, la croyance limitante, c'est la même chose. Par exemple, si j'ai la croyance limitante que moi, là, par exemple, je le dis souvent, là, moi, je ne suis pas bonne en maths. Ça, c'est vraiment une croyance limitante. OK? Bon. Mais là, comment ça que j'ai cette croyance-là? Mais parce qu'en secondaire 3... j'ai coulé. J'ai coulé. Puis là, mais c'était la première fois que je coulais parce que moi, ça va bien à l'école, puis tout. Puis, dans le fond, j'ai été paresseuse aussi parce que j'avais fait un petit peu plus de problèmes. J'aurais peut-être compris, puis j'aurais eu des meilleures notes, puis tout ça. Mais là, je suis restée avec ça. Je me suis comme construit une identité autour de « je suis pas bonne en maths ». C'est drôle, hein? Je lis des bilans financiers, j'arrive à faire un paquet de choses en administration. Une fille pas bonne en maths, là. OK, est-ce que je calcule des algorithmes tu sais, non. Mais arrête de dire ça.
À un moment donné, c'est ton discours qui change. Il y a une technique qui dit « fake it until you make it ». C'est ma phrase préférée. Ah, ben tiens, tu vois, je ne le savais pas. Alors, c'est une façon de, je vais dire entre grands guillemets, là, reprogrammer le cerveau, là, mais c'est vraiment de dire, ben moi, là, c'est pas vrai. Je suis bonne en mathématiques, puis j'analyse des ratios, je sais, en finance, je suis bonne. Des fois, je vais chercher de l'aide, mais la plupart du temps, j'arrive à mes fins en matière de finances, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Ben, je vais me répéter cette phrase-là, je vais essayer de m'imaginer puis de constater quand je le fais. Regarde, tu vois? Regarde, tu vois? Je l'ai encore fait. Puis ben c'est sûr que la même chose qu'une mauvaise habitude, ça t'a pas pris 3 secondes à entraîner ta mauvaise habitude. Hein? Ça a pris un certain temps, ben ça va prendre le même temps de te débarrasser de la mauvaise habitude. Mais c'est la même chose pour les croyances limitantes aussi. Si ça fait 20 ans que tu as cette croyance-là, pense pas qu'en 5 minutes, ça va partir. Mais si tu t'y mets, ben elle va commencer par diminuer, puis elle va finir par faire « Oh, ben c'est vrai, je dis plus ça, moi, là. » Ben, c'est parfait. Donc, chercher des évidences en tant que telles. Oui, puis oser lui donner le droit de vivre à cette croyance-là, puis après ça, essayer de comprendre que c'est tellement pas vrai. C'est tellement pas vrai. C'est soit quelqu'un qui t'a dit ça à un moment donné, puis t'as enregistré ça tout croche, ou parce que c'était peut-être pas l'intention de la personne, ou soit clairement que tu t'es mis à dire ça, puis dans le fond, c'est pas vrai. Tu sais, avoir le discours avec toi, de dire d'où ça sort. Ouais. Je pense aussi que dire, admettons, juste répéter le fait que t'es pas bonne en maths, mais c'est sûr que tu vas pas être bonne en maths. Mais oui. C'est exactement ce que tu dis. Oui, faites le test. Moi, je dis souvent à mes enfants, quand ils disent « Ah, je vais pas l'échapper », arrête de dire « Tu vas pas l'échapper, tu vas finir par l'échapper. Ouais. » Tu sais, dis-toi « Je vais l'avoir. » Oui, c'est tellement vrai. Mais je vais l'avoir parce que là, tu te concentres pour l'avoir. Effectivement, je sais vraiment juste changer la manière dont tu dis les choses. Oui. Pas te concentrer sur le négatif que tu veux pas qu'il arrive, mais plutôt sur le positif et qu'est-ce que tu veux qu'il arrive. Oui, il y a certains, tu parlais de neurosciences tantôt, il y a certaines, justement, théories en matière de neurosciences qui disent que on devrait éviter de dire « pas ». Oui, c'est vrai. J'avais déjà entendu ça aussi. Oui. C'est vrai d'élever tes enfants un jour sans dire pas. Moi, j'y suis pas arrivée. C'est sûr, quand j'étais enceinte, je me disais, moi, je vais faire ça différemment. Ouf, fais pas ça, touche pas à ça. Ah, c'est sûr. Ben oui, mais en même temps, est-ce que, en tant qu'individu, ça devient une partie de toi-même ou est-ce que tu t'es un peu détaché de l'idée de la personne que tu étais avant d'être maman? J'ai l'impression que se sont intégrés, puis qu'on a évoluer ensemble. C'est vrai que je suis pas la même personne que quand j'avais 34 ans, tu sais. Mais avec ou sans enfant, j'aurais évolué. Là, j'ai évolué beaucoup grâce à toutes les leçons qu'elles m'ont apprises, ces deux filles. Donc, qu'elles m'ont apprises à travers notre vie ensemble. C'est mes meilleurs profs, là. Ouais. Ah oui, puis mes meilleurs miroirs, maintenant qu'elles sont ados. Ouais. Oui. Alors, tu sais, fait que je suis une meilleure personne parce que je suis leur maman. Puis, je pense que j'aurais pu être une bonne personne aussi sans enfant. C'est juste que j'en voulais. C'était là, la vie m'a donné ce privilège d'avoir 2 enfants en pleine santé. Puis, c'est ça, avec tous les défis qui viennent avec, oui. Mais j'ai envie de dire, je pense que je suis une meilleure leader parce que je suis une maman aussi, puis que je vends tous les jours. Oui, c'est ça, on revient plusieurs fois par jour. Alors, c'est ça, la technique d'influence, là, je m'en viens pas mal bonne. Hey, je comprends, là. Mais écoute, la maman dont on parle, je suis certaine que t'es une excellente maman puis une inspiration pour tes filles, là. T'es fine. Ils le savent pas encore. Les autres, ils trouvent ça. Ils vont le réaliser un jour. Ouais, c'est ça. C'est toujours plus tard que tu le réalises. Parce que quand t'es ado, tu penses pas tant à tes parents, leur perspective, mais avec du recul, ils vont le réaliser. Bon, je garde espoir. C'est sûr. Tantôt, tu parlais de fake it till you make it. Mais je voulais savoir, est-ce que toi, tu as une citation que tu affectionnes particulièrement et pourquoi? Ben, en fait, bon, un grand classique pour moi, c'est Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Ça vient avec le leadership authentique, là, tu sais, c'est là. Tantôt, on a parlé de croyances limitantes,
mais il y a aussi des croyances qui te propulsent. OK. Moi, je crois sincèrement que tout est possible. Tout est possible. Fait que ça fait en sorte que tu me dis, ça se peut pas. Puis je dis, oui, on va trouver une solution. Ah oui, on va trouver une solution. OK, on peut pas passer par là, mais on va passer par là. Là, ça marche pas. Fait que ça m'anime beaucoup. Je te dirais que soit le changement que tu veux voir, c'est comme si ça, c'était mon arrière-plan. C'est sûr que j'ai envie que tu sentes, que tu ressentes, puis que les gens qui nous écoutent disent, si je la rencontrais au IGA avec ses filles, ça sera la même fille qui est en train d'enregistrer le podcast, qui est au bureau avec ses employés, qui est avec ses amis un samedi soir. Ça, c'est important. Puis que j'assume ce que je veux voir arriver dans la société. Ça, pour moi, c'est bien important. Mais la grosse drive qui fait en sorte que même quand il y a des affaires pas le fun qui se passent, parce que la vie, c'est ça. Là. Il y a des jours de pluie et il y a des jours de soleil. Puis s'il y avait juste des jours de soleil, ça marcherait pas parce que... On les apprécierait pas. Exactement. Alors ça, tout est possible. Je suis tellement d'accord avec ça. Puis c'est comme tout est possible, on en parlait, mais ça vient littéralement de qu'est-ce que tu crois qui est possible pour toi-même aussi. Oui. Puis les croyances, comment tu penses, comment est-ce que tu te perçois, tout ça, littéralement, ça va définir ta réalité. Donc, tout est possible, effectivement. Tout est possible. Même ceux qui ne le croient pas, essaie de changer genre un petit truc dans ta vie, tu vas voir que c'est possible. Oui, puis il y en a qui disent, ouais, mais t'as pas vécu la maladie, t'as pas vécu des choses dramatiques. C'est vrai. Mais les gens que j'ai côtoyés qui ont vécu ça, c'est eux qui m'ont plus démontré que tout était possible. Absolument. C'est fou, hein? Ouais. Ceux qui ont le plus de résilience. Ouais. C'est là que tu vois. C'est fascinant. Ouais. Fascinant de les voir aller. Puis là, OK, toi, tu fais ça malgré les épreuves que la vie a mis sur ton chemin. Ouais. Puis tu dis que tout est possible. Excuse, moi, C'est dans sûr. ma petite réalité, tout est possible. Exactement. Je suis totalement d'accord. Puis moi aussi, j'ai des amis qui m'inspirent tellement parce qu'ils ont vécu des choses qui sont absolument... Je lui pense, puis je suis comme, je sais pas comment je serais passée au travers. Puis ils sont tellement bien réussis, puis maintenant, c'est une source d'inspiration pour moi parce que je me dis que si c'est possible pour eux, ben c'est sûr que c'est possible pour moi aussi. Il faut juste que je change comment est-ce que je vois ma situation. Exact. Je vois l'heure qui passe, malheureusement. C'est déjà la fin de l'entrevue. Mais je vais te poser la question finale que je pose à toutes mes invités. Oui. Puis c'est, qu'est-ce qui te rend fière d'être femme? Ah, mon Dieu, c'est une belle question. C'est une belle question parce que t'as justement dit, qu'est-ce qui te rend fière d'être femme? Le fait d'avoir pu porter des enfants, de les avoir mis au monde, puis aujourd'hui, de les voir prendre leur individualité. C'est sûr, je me retrouve, quand je parlais de miroir tantôt, oui, mais elles sont uniques, puis elles sont de plus en plus autonomes. Bien sûr qu'ils ont besoin de maman, puis tout ça, mais je veux dire, dans leur vie, elles grandissent. J'en ai une qui travaille, là, puis, tu sais, et là, ça me rend fière d'être femme. Je suis sûre qu'un homme pourrait dire la même chose, mais moi, ça me rend fière d'être femme. Fait que tant mieux si l'autre à côté peut dire la même chose. Ben oui. Mais moi, c'est ça, puis que c'est parti, c'est le miracle de la vie, en fait, hein, puis biologiquement, ben d'avoir pu avoir l'opportunité de porter ces grossesses-là à terme, qu'elles soient en santé, qu'elles soient, je vais dire, belles inside out, là, tu sais, dans le fond, et épanouies, grincheuses à leurs heures, mais ça fait partie de la vie humaine. Alors, ça, c'est ce qui me rend très fière. D'un point de vue plus rationnel, je pourrais dire que d'être la première dans certains milieux comme femme, je trouve ça important, mais c'est pas ce qui me rend le plus fière. T'sais. Ouais. Comme je suis la première DG femme d'Éduc-Alcool, ça veut dire qu'il y en a eu 2 en 35 ans, mais de deux personnes. Mais c'est sûr que je trouve ça important. Quand j'arrive sur des conseils d'administration, puis que je sais que j'ai une place en tant que femme autour de la table, je trouve ça important. Je trouve ça important de porter l'aspect de la parité.
pour moi, pour les générations qui viennent, puis pour honorer les générations qui étaient avant moi. Mais c'est pas ça qui me rend le plus fière. C'est mes filles. Ben, c'est deux choses complètement compréhensibles et magnifiques en tant que telles. On s'entend, le miracle de la vie, comme on dit, c'est probablement la plus belle chose sur Terre. Puis c'est comme ça depuis la nuit des temps, puis ça va continuer, mais je comprends tellement que tu sois fière de tes filles. Puis je suis certaine que, je l'ai déjà dit, mais eux aussi vont être super fiers de toi parce que t'es une femme absolument inspirante. J'ai adoré notre conversation, donc je te remercie beaucoup d'être venue sur le podcast puis de nous avoir partagé tout ça. Merci à toi.